Mon fiancé m'a dit froidement que j'avais besoin d'un vrai homme. Je viens juste de réaliser que je suis loin d'être à ta hauteur. Elle a esquissé un sourire en coin après que son amie l'a convaincue qu'elle se contentait de peu. Je mérite quelqu'un qui vaut vraiment mon temps. J'ai immédiatement tout annulé et je suis parti. Maintenant elle sanglote parce que son homme idéal est introuvable. Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu de vitesse et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide, gratuit et cela nous aide à continuer à vous proposer du contenu génial. Votre soutien compte énormément. Faisons grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. Maintenant commençons la vidéo. Salut tout le monde, je n'aurais jamais pensé poster quelque chose ici, mais cela fait un moment que je lis des histoires et aujourd'hui je me suis dit tant pis, peut-être que tout écrire m'aidera. Je ne cherche pas vraiment de conseils, j'ai juste besoin de sortir ce chaos de ma tête avant de craquer. J'ai 27 ans, je suis plombier et je suis avec ma fiancée Anna, 25 ans, depuis 4 ans. On s'est fiancés il y a 8 mois et on était censé se marier dans 2 mois. Je gagne correctement ma vie, elle est infirmière, et jusqu'à récemment je pensais qu'on avait tout bien ficelé. Tout a commencé quand Anna a rencontré une nouvelle amie, Natacha, à un cours de yoga il y a environ 3 mois. Au début, j'étais vraiment content pour elle. Anna se plaignait depuis des mois de ne pas avoir assez d'amis, puisque la plupart des nôtres étaient partis après l'université ou occupés par leurs propres relations. Elle a toujours été plutôt casanière comme moi, alors quand elle m'a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un de sympa au yoga, j'étais genre génial, vas-y, fais-toi des copines. Natacha venait de divorcer, le divorce avait été finalisé il y a 6 mois, elle bossait dans le marketing et avait cette ambiance d'influenceuse Instagram en mode vie ta meilleure vie, toujours en train de poster des photos d'elle dans des restos branchés avec des légendes du style aujourd'hui je me choisis et ne te contente jamais de moins que ce que tu mérites. Tu vois le genre. Mais ensuite Anna a commencé à agir de manière super bizarre après avoir traîné avec elle. Elle rentrait de leur petite séance de yoga au café et était toute distante et lunatique, elle s'est mise à remettre en question tout notre couple du jour au lendemain. Tu crois qu'on va trop vite en se mariant? Peut-être qu'on devrait voyager plus avant de se poser. J'ai l'impression de passer à côté de certaines expériences. Ça venait de la même fille qui, il y a 6 mois à peine, m'envoyait des tableaux Pinterest de décoration de mariage à 2 heures du matin et parlait des prénoms qu'on donnerait à nos futurs enfants. On avait des tableurs, mec, des tableurs avec des codes couleurs pour l'organisation du mariage. Elle était plus excitée que moi à l'idée de se marier, et c'est pas peu dire. Les sorties avec Natacha sont devenues vite régulières. Tous les vendredis soirs, parfois les samedis aussi. Ensuite, c'était des dîners en semaine, puis des week-ends en ville pour faire du shopping ou sortir en boîte. Anna revenait de ses sorties comme si elle avait eu une révélation sur toutes les choses qui manquaient à sa vie. Natacha dit que les couples de notre âge ne devraient pas être aussi sérieux aussi vite. Natacha dit qu'elle aurait aimé qu'on lui dise de profiter un peu avant de se marier la première fois. Ouais, super conseil venant de quelqu'un dont le mariage a explosé après 2 ans parce qu'elle avait trompé son mari avec son coach sportif. Mais bien sûr, prenons des conseils de relation de cette championne. J'ai essayé d'être compréhensif parce que c'est ce qu'on est censé faire, non? Ton partenaire se fait une nouvelle amie, t'es content pour elle, tu veux pas être le fiancé jaloux qui se méfie des amitiés. Mais là, c'était pas une relation amicale normale. C'était quelqu'un qui démolissait ma relation de l'intérieur, méthodiquement. Le pire, c'était de voir Anna devenir une personne que je ne reconnaissais plus. Avant, Anna était attentionnée et prévenante, elle m'envoyait des messages dans la journée pour savoir comment se passait le boulot, elle laissait des petits mots dans ma boîte repas à propos de trucs qui lui faisaient penser à moi, elle faisait toujours en sorte que je me sente aimé et apprécié. Elle était du genre à se souvenir que j'avais une grosse présentation et à me surprendre avec mon dîner préféré après. Après qu'elle ait commencé à traîner avec Natacha, tout ça a disparu. Elle est devenue distante, a commencé à me traiter comme si je l'ennuyais. Nos conversations sont passées de parler de notre avenir ensemble à se plaindre de la routine. Je voyais bien où ça allait, mais je voulais pas y croire. 4 ans ensemble, fiancés, salle de mariage réservée, acompte versé, familles impliquées et heureuses, et elle jetait tout ça à la poubelle parce qu'une femme malheureuse et divorcée l'avait convaincue que le bonheur et la stabilité, c'était se contenter de peu. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a 3 semaines, on a eu ce que je pensais être une super soirée en amoureux. J'ai emmené Anna dans une nouvelle steakhouse qu'elle voulait essayer. Pas donné non plus, j'ai dépensé genre $180 pour le dîner. Ensuite, on s'est baladé en ville en regardant les décorations de Noël installées en avance, on parlait peut-être de partir skier dans le Colorado cet hiver. Elle avait l'air détendue pour la première fois depuis des semaines, plus comme l'ancienne Anna dont j'étais tombé amoureux. On se tenait la main, elle riait à mes blagues nulles,
elle a même pris un selfie de nous devant une déco lumineuse et l'a posté dans sa story Instagram. Je croyais qu'elle commençait enfin à se lasser de l'influence toxique de Natacha. Quand je l'ai raccompagnée chez elle, on ne vivait pas encore ensemble mais on prévoyait de le faire après le mariage, tout semblait normal. On parlait de ce qu'on allait faire le week-end, elle avait l'air vraiment enthousiaste à propos d'un brunch que sa collègue lui avait recommandé. Puis, juste au moment où j'allais partir, son humeur a complètement changé. Elle a eu ce regard, comme si elle était ailleurs, fixant ses mains, et évitant mon regard. Je lui ai demandé si ça allait, et elle est restée silencieuse pendant genre 30 secondes avant de dire « J'ai des doutes sur nous ». J'ai littéralement senti mon estomac se vider. Que veux-tu dire par des doutes? Je sais pas si on est fait l'un pour l'autre. Peut-être que les filles ont raison, peut-être que je me contente de peu. Les filles, pas seulement Natacha maintenant, mais apparemment tout son petit groupe de soutien de femmes divorcées avait une opinion sur ma relation. Je suis resté là, bouche bée, après cette soirée parfaite, après 4 ans ensemble, après tous nos projets et nos discussions sur le mariage et les enfants, elle me quittait à cause de ce que des femmes qui me connaissaient à peine pensaient de ses choix de vie. Tu me quittes à cause de tes amis? C'est pas juste elle, j'y pense beaucoup ces temps-ci. On veut des choses différentes. Toi, tu te contentes d'être plombier et de rester à la maison, mais moi je veux plus. Je veux voyager, vivre des expériences, rencontrer de nouvelles personnes. C'était une totale surprise pour moi, on avait littéralement parlé de voyager ensemble ce soir-là même, j'économisais de l'argent justement pour qu'on puisse faire plus de choses comme ça, j'avais tout un dossier sur mon ordinateur portable avec des endroits où je rêvais de l'emmener, mais apparemment cette conversation avait eu lieu dans un univers parallèle. Anna, de quoi tu parles? On vient juste de passer 2 heures à planifier un voyage au ski. Je sais, mais je ne pense plus être heureuse, je crois que j'ai besoin d'espace pour comprendre qui je suis. Et voilà, le classique discours du « je dois me retrouver », que chaque homme redoute d'entendre, sauf que cette fois, il venait de la bouche de celle qui était censée m'épouser dans 2 mois. J'ai tout de suite su que ce n'était pas vraiment elle qui parlait, c'était des mois d'influence de Natacha et de ses amis divorcés qui lui avaient bourré le crâne, lui faisant croire qu'elle passait à côté de quelque chose de mieux, la convainquant que sortir avec un mec ordinaire qui travaillait de ses mains et préférait les soirées tranquilles à la maison limitait son potentiel. Mais elle avait fait son choix, elle avait choisi leur opinion plutôt que notre relation. Je ne pense pas que tu sois le bon, m'a-t-elle dit comme si elle lisait un script, je pense qu'on devrait faire une pause. Je ne me suis pas battu, je n'ai pas supplié, ni argumenté, ni essayé de la faire changer d'avis. À quoi bon, si elle était capable de jeter à la poubelle 4 années de relation sur la base de ce que pensaient des personnes qui la connaissaient à peine, alors peut-être que notre relation n'était pas aussi solide que je le croyais. J'ai juste dit d'accord et je suis sorti de la voiture. Elle m'a appelé, mais j'ai continué à marcher, je suis monté dans mon pick-up et je suis rentré chez moi dans un silence total, même pas mis la radio, juste resté là, à ruminer le fait que le futur que j'avais construit dans ma tête venait de s'effondrer. Voici ce qui m'a vraiment brisé, elle n'a même pas eu le courage d'assumer sa décision. C'était toujours des peut-être que les filles ont raison, et j'y ai beaucoup réfléchi, et on veut des choses différentes. Pas une seule fois elle n'a dit je ne t'aime plus ou je ne veux plus être avec toi. Elle a fait passer ça comme si elle nous rendait service à tous les deux en écoutant la vie d'autrui sur notre relation. Elle a transformé 4 ans d'amour véritable en une espèce de relation où elle se serait contentée de peu, parce qu'un groupe de femmes incapables de maintenir leur propre relation l'avait convaincue que le bonheur et la stabilité ne suffisaient pas. Je suis rentré chez moi et je suis resté assis sur mon canapé à fixer le mur. 4 années, tous ces projets qu'on avait faits, la salle de mariage qu'on avait réservée, l'argent que j'économisais pour notre lune de miel et un acompte sur une maison, les conversations avec ses parents pour leur demander leur bénédiction, tout ça envolé parce que des habitués de salons de beauté divorcés l'avaient convaincue qu'elle pouvait trouver mieux qu'un gars qui l'aimait et voulait construire une vie avec elle. Le pire, c'est qu'au fond, je n'étais même pas surpris. Les signes étaient là depuis des mois, chaque commentaire qu'elle répétait venant de ses nouvelles amies, chaque fois qu'elle rentrait avec une nouvelle critique sur notre couple, chaque fois qu'elle acquiesçait quand elle disait qu'elle était trop bien pour moi, tout menait à ce moment. Je crois que je savais que ça allait arriver, je ne voulais juste pas croire que la fille que j'aimais choisirait réellement leur voie plutôt que la nôtre. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. Je me suis réveillé le lendemain matin en m'attendant à voir mon téléphone exploser de messages de Anna. Tu sais, genre, peut-être qu'elle réaliserait ce qu'elle venait de gâcher et qu'elle reviendrait en rampant. Rien du tout. Silence radio. Aucun appel manqué, aucun message vocal. C'est là que j'ai vraiment compris, elle pensait chaque mot qu'elle avait dit. Ce n'était pas un coup de tête émotionnel qu'elle allait regretter dans quelques heures.
Elle avait vraiment réfléchi à tout ça et décidé que je ne valais pas la peine qu'on me garde. Le silence était en quelque sorte pire que si elle m'avait harcelé de messages. Au moins, j'aurais pu me dire qu'elle était juste confuse ou effrayée à l'idée du mariage. Mais me réveiller avec rien, ça m'a montré exactement où j'en étais. Je suis resté dans mon lit pendant environ 1 heure, à fixer le plafond, laissant tout ça m'envahir. Tu veux savoir à quoi j'ai pensé en premier? Je dois annuler la salle de mariage. Pas de peut-être qu'on peut arranger les choses, ni de je vais me battre pour elle. Non, direct en mode gestion de crise. Parce que si Anna avait vraiment tourné la page, alors je n'allais pas rester là à espérer qu'elle change d'avis pendant que des milliers de dollars d'acompte partaient en fumée. Je me suis levé, j'ai fait du café et j'ai commencé à passer des coups de fil. Premier appel, la salle de mariage. J'ai expliqué la situation à cette dame super gentille qui nous aidait à tout organiser. Elle a été très compréhensive. Apparemment, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. On a récupéré la majeure partie de notre argent vu qu'on était encore à 8 semaines de la date, mais on a quand même perdu environ 800 dollars en acompte. Ça aurait pu être pire. Ensuite, j'ai appelé le traiteur. Perdu encore 300 là, mais pareil, récupéré la majorité. La photographe a été cool à ce sujet, elle a dit qu'elle allait simplement donner notre date à quelqu'un sur la liste d'attente. Pendant tout le temps où je passais ces appels, une partie de moi pensait que Anna allait appeler paniquée en réalisant ce que j'étais en train de faire. Mais mon téléphone est resté silencieux. Après avoir tout annulé, je suis allé à la banque. On avait un compte épargne commun pour le mariage et pour l'acompte de la maison. Environ 12 000 dollars au total, 6 000 de moi, 6 000 d'elle. J'ai transféré ma moitié sur mon compte personnel. La guichetière m'a demandé si tout allait bien, parce que visiblement j'avais pas fière allure. Je lui ai dit que je réglais quelques trucs financiers après une rupture. Elle m'a lancé un regard compatissant et a tout traité sans poser de questions. Vers midi, j'avais pratiquement démantelé tout notre avenir ensemble, et Anna ne m'avait toujours pas contacté une seule fois. C'est là que j'ai su avec certitude qu'elle était sérieuse à propos de ce délire de se retrouver soi-même. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui n'allait pas me ménager ou essayer de me réconforter avec des platitudes bidons. Alors j'ai pris la voiture et je suis allé chez ma sœur. Amie a 3 ans de plus que moi et zéro patience pour les drames. Elle est mariée au même gars depuis 8 ans, a 2 enfants, travaille à temps plein comme comptable et n'a pas de temps à perdre avec des conneries. S'il y avait bien quelqu'un qui allait me dire les choses telles qu'elles sont, c'était elle. Je suis arrivé chez elle en ayant l'air d'un zombie, et à peine elle m'a vu, elle a dit « Qu'est-ce qu'Anna a fait ?» Elle ne m'a même pas demandé si j'allais bien ou ce qui s'était passé, direct au but « Qu'est-ce qu'Anna a fait ?» Parce qu'elle a tout de suite compris à ma tête que c'était à propos de ma relation. On s'est assis dans sa cuisine pendant que ses enfants étaient à l'école, et je lui ai tout raconté, Natacha, les mois de remarques bizarres, les changements de comportement, comment Anna remettait tout en question, et enfin, ce qu'elle m'avait dit la veille, que je n'étais pas le bon. Amie a tout écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse 1 minute, puis elle a dit « Bon débarras ». Quoi? Ai-je répondu. Bon débarras. Cette fille vient de te montrer exactement qui elle est vraiment, quelqu'un qui prend des décisions majeures dans sa vie en fonction de ce que pensent des inconnus, au lieu de faire confiance à son propre jugement. Tu as évité une balle. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Je pensais qu'elle essaierait de jouer l'avocate du diable ou qu'elle me dirait de me battre pour la relation. Tu penses que j'ai bien fait d'annuler tout? Ai-je demandé. Et elle a répondu, carrément. Qu'est-ce que tu étais censé faire? Garder des milliers de dollars coincés dans des acomptes de mariage pendant qu'elle part se chercher? Ce n'est pas comme ça que fonctionne le monde réel. Amie s'est levée, s'est resservi une tasse de café, puis s'est rassise avec un regard sérieux. Je peux te dire quelque chose? Je n'ai jamais pensé qu'Anna était faite pour toi. Ça m'a pris de court. Que veux-tu dire? Elle a toujours été un peu, je ne sais pas, instable. Comme si elle n'était jamais vraiment engagée à fond dans quoi que ce soit. Souviens-toi quand elle a changé de filière 3 fois à la fac, ou quand elle a quitté ce premier poste d'infirmière après 2 mois parce qu'elle n'aimait pas l'ambiance. Il y avait toujours un truc. Je n'y avais jamais réfléchi comme ça, mais elle n'avait pas tort. Anna avait effectivement tendance à changer de direction quand les choses devenaient difficiles ou quand elle s'ennuyait. Mais je croyais qu'elle était heureuse avec moi. Elle l'était, tant que tout était facile. Mais dès que quelqu'un a semé le doute dans son esprit sur le fait que tu étais assez bien ou pas, elle a flanché. Ça, ce n'est pas une femme pour le mariage, mon frère.
C'est quelqu'un qui passera sa vie à chercher la prochaine meilleure chose. Ami avait raison. Et l'entendre de la part de quelqu'un qui nous connaissait tous les deux, ça m'a touché différemment. Ce n'était pas juste à cause de l'influence toxique de Natacha. C'était à propos de Anna, de son caractère, du fait qu'elle était justement le genre de personne qui se laisse influencer. On a encore parlé pendant 1 heure de tout, de ce que je ressentais, de ce que j'allais faire ensuite, de si je pensais qu'Anna reviendrait. Amy en était convaincue, elle reviendrait une fois que la réalité la rattraperait. Les filles comme Anna ne se rendent compte de ce qu'elles avaient que lorsqu'elles l'ont perdue. Elle va s'amuser à jouer à la célibataire pendant quelques semaines, puis elle va regretter d'avoir perdu quelqu'un qui se souciait réellement d'elle. Mais d'ici là, tu sauras passer à autre chose. En rentrant chez moi, je me sentais mieux que depuis des semaines. Pas heureux exactement, mais soulagé. Comme si je portais un poids sans m'en rendre compte, et qu'il venait d'être retiré. Mon téléphone était toujours silencieux quand je suis rentré dans mon appartement. Aucun appel manqué d'Anna, aucun message me demandant où j'étais ou ce que je faisais. Juste la confirmation qu'elle pensait vraiment chaque mot de ce qu'elle avait dit la veille. Cela fait maintenant environ 2 semaines qu'Anna a balancé son tu n'es pas le bon et a disparu dans sa nouvelle vie de célibataire. J'avais commencé à me sentir plutôt bien avec tout ça, je dormais mieux, je mangeais mieux, je ne me demandais plus constamment dans quel état d'esprit elle allait rentrer après avoir traîné avec ses amis toxiques. Puis j'ai commencé à entendre des choses de la part d'amis communs, des histoires qu'elle racontait. D'abord, c'est mon pote Mike qui m'a envoyé un texto pour me demander si tout allait bien, parce qu'il avait entendu par sa copine Sarah qu'Anna et moi avions rompu. Sarah bosse avec Anna à l'hôpital, donc je me suis dit qu'elle avait sûrement entendu la vraie version à Natacha, le besoin de se retrouver, tout ça. Mais non. D'après Sarah, Anna racontait aux gens que j'étais émotionnellement distant, que je ne la faisais plus se sentir spéciale, que je m'étais trop reposé sur mes lauriers dans la relation, que j'avais cessé de faire des efforts. Elle disait qu'elle avait l'impression de se contenter de peu et qu'elle s'était rendue compte qu'elle devait explorer ce qu'il y avait d'autre. J'ai rigolé quand Mike m'a raconté ça. Genre vraiment rigolé à voix haute, ce qui l'a probablement déconcerté, parce qu'il s'attendait à ce que je sois bouleversé. Mec, c'est même pas proche de la réalité. Ouais, je m'en doutais. Tu as toujours été super avec elle. Sarah a dit que toute cette histoire semblait bizarre. Mais ce n'était pas juste Sarah. Dans les jours qui ont suivi, j'ai entendu des variations de la même histoire de la part d'autres personnes. Apparemment, Anna avait complètement réécrit l'histoire pour se faire passer pour la victime d'une relation qui ne fonctionnait plus. Le truc, c'est que je ne suis pas du genre à garder des preuves contre les gens que j'aime. Mais quand quelqu'un commence à mentir sur toi pour se faire bien voir, parfois tu dois remettre les pendules à l'heure. J'avais encore tous les messages adorables qu'Anna m'avait envoyés, 4 années de textos où elle me disait à quel point elle avait de la chance, combien elle m'aimait, que j'étais la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Des captures d'écran d'elle postant sur les réseaux à quel point j'étais parfait, des messages vocaux quand elle faisait des heures supplémentaires où elle disait que je lui manquais et qu'elle avait hâte de rentrer, mais je n'allais pas être ce type qui va montrer à tout le monde les messages privés de son ex juste pour prouver quelque chose. Ce n'est pas moi. Heureusement, notre ami Jake n'a pas avalé les conneries d'Anna. Jake sort avec sa copine Rachel depuis 6 ans, il sait ce que c'est une vraie relation quand les deux personnes sont vraiment engagées. Donc quand Anna a essayé de lui sortir la même histoire que j'étais émotionnellement distant et que je ne la faisais plus se sentir spéciale, il l'a recadré sévèrement. Mike m'a raconté ce qui s'était passé, parce que Rachel était là quand c'est arrivé. Ils étaient tous à un dîner de groupe, et Anna s'est mise à parler de combien elle se sentait libre maintenant qu'elle était de nouveau célibataire, et qu'elle avait réalisé qu'elle était dans une mauvaise relation. Jake ne s'est pas retenu. Il lui a dit franchement qu'elle avait quelqu'un qui la traitait comme une reine pendant des années et qu'elle avait tout foutu en l'air parce qu'elle avait laissé une amie aigrie lui retourner le cerveau. Quand Anna s'est mise sur la défensive et a commencé à prétendre qu'il y avait des problèmes que personne ne voyait, Jake a coupé court à ça aussi. Il lui a rappelé qu'il nous avait vus ensemble plein de fois, à quel point je faisais toujours des efforts pour elle, que je la mettais toujours en premier. D'après lui, le vrai problème ce n'était pas la relation, c'était qu'elle avait cessé de l'apprécier. Quand elle l'a accusé de ne pas la soutenir, il lui a dit, droit dans les yeux, que la seule pagaille dans sa vie était celle qu'elle avait elle-même créée. La plupart de notre groupe d'amis a fini par se ranger de mon côté, ce qui a rendu Anna encore plus furieuse. Elle s'attendait à ce que tout le monde la console et valide sa décision, mais à la place, ils l'ont confrontée pour son égoïsme et son impulsivité. Ma famille aussi était clairement dans mon camp. Ma mère, qui avait aimé Anna comme une fille, était furieuse de la façon dont tout s'était déroulé.
Elle avait déjà acheté sa robe pour le mariage et était tellement excitée à l'idée de gagner une belle fille. Quand je lui ai expliqué ce qui s'était passé, elle a dit qu'Anna était une idiote d'avoir écouté quelqu'un qui n'avait même pas su garder son propre mariage. Mais ce qui m'a vraiment touché, c'est quand j'ai eu des nouvelles de la famille d'Anna. Ses parents m'ont contacté quelques jours après la confrontation avec Jack. Sa mère m'a laissé un message vocal à la fois confus et plein d'excuses. Salut mon chéri, c'est Carole. Je ne comprends pas trop ce qui s'est passé entre toi et Anna, mais je veux que tu saches qu'on t'aime toujours et qu'on te considère toujours comme de la famille. Tu as eu une si bonne influence sur elle et on était tellement heureux à l'idée du mariage. J'espère que tu vas bien. Son père m'a envoyé un texto plus direct, je ne sais pas ce qui a pris à Anna, mais tu es toujours le bienvenu ici. Prends soin de toi. Ça m'a touché plus que tout. Ces gens avaient été comme des seconds parents pour moi pendant 4 ans. J'avais passé chaque fête chez eux, aidé son père à réparer sa terrasse l'été dernier, appris à sa petite sœur à conduire une voiture manuelle. Et maintenant, je les perdais aussi parce que leur fille avait décidé que je n'étais pas assez bien. La petite sœur d'Anna, Ella, m'a aussi envoyé un texto. Elle a 17 ans et a toujours été un peu comme la petite sœur que je n'ai jamais eue. Son message était court mais disait tout, tu ne méritais pas ça. Anna est stupide. Entendre tout ça de sa famille m'a fait réaliser à quel point Anna avait tout détruit dans sa quête de soi-disant se trouver. Ce n'était pas juste notre couple qu'elle avait brisé, c'était toutes les connexions, toutes les relations autour. Mais voilà ce qui a vraiment scellé l'affaire pour moi, j'ai découvert qu'Anna racontait aux gens que notre rupture était mutuelle, qu'on avait tous les deux compris qu'on voulait des choses différentes. Mutuelle, comme si j'avais eu le moindre mot à dire là-dedans. C'est là que j'ai su avec certitude que j'avais bien fait de partir au lieu de me battre pour elle. Quelqu'un qui peut mentir aussi facilement sur quelque chose d'aussi important, ce n'est pas quelqu'un avec qui je veux construire une vie. À la fin de la semaine, à peu près tout le monde qui comptait connaissait la vraie histoire. Pas parce que je courais partout à la raconter et je n'ai jamais dit un mot de mal sur Anna à personne mais parce que sa version était tellement absurde que les gens ont commencé à se poser des questions. Et une fois que les gens ont commencé à creuser, la vérité est vite sortie. Natacha, l'influence toxique, les mois de comportement étrange, la rupture soudaine juste après une de leurs soirées entre filles, tout ça formait un tableau très clair. Pour la première fois depuis des mois, je me suis senti à nouveau moi-même. Environ un mois plus tard, les choses ont commencé à devenir intéressantes. Et par intéressant, je veux dire qu'Anna a commencé à revenir en rampant. Ça a commencé petit, vraiment petit, un texto par-ci par-là pour demander comment j'allais. Rien de dramatique, juste des trucs du genre j'espère que tu vas bien ou j'ai vu un pick-up comme le tien aujourd'hui, ça m'a fait penser à toi. Le genre de message qu'on envoie quand on teste les eaux mais qu'on ne veut pas paraître désespéré. Je n'ai pas répondu du tout. Puis elle a commencé à devenir un peu plus audacieuse. Elle m'a demandé si je voulais prendre un café juste pour discuter, elle a dit que nos conversations lui manquaient, qu'elle se demandait comment je vivais tout ça. Toujours en jouant la carte de l'ancienne amie qui veut prendre des nouvelles, comme si on n'avait pas été en couple pendant 4 ans. Je lui ai dit que j'étais occupé, ce qui n'était pas un mensonge. J'avais accepté plus de boulot, je sortais plus avec mes amis, j'avais enfin une vraie vie sociale maintenant que je n'étais plus constamment inquiet de l'humeur dans laquelle elle serait en rentrant. Mais Anna n'était pas prête à lâcher l'affaire aussi facilement. Les messages ont commencé à devenir plus longs et plus fréquents. Elle disait que nos conversations lui manquaient. Elle disait qu'elle repensait à certains bons moments qu'on avait partagés, qu'elle espérait qu'on pourrait rester amis. Amis, vraiment? Parce que c'est exactement comme ça que fonctionnent les ruptures, hein. Quand quelqu'un te dit que tu n'es pas le bon après 4 ans ensemble. J'ai ignoré la plupart de ces messages, mais elle n'a cessé d'en faire plus. Elle a commencé à appeler au lieu d'envoyer de simples textos. Elle est apparue à des endroits où elle savait que je serais à l'épicerie près de mon appartement, le bar où moi et les gars regardons le foot le dimanche, même la salle de sport où je vais après le travail. À chaque fois, elle jouait la surprise. Oh salut, quelle coïncidence. Ouais, bien sûr, quelle coïncidence que tu fasses soudain tes courses dans mon supermarché, à 20 minutes de chez toi. Les messages ont aussi commencé à sonner plus désespérés. Je crois que j'ai fait une erreur. Notre relation me manque. Est-ce qu'on pourrait au moins essayer de s'arranger? Mais voilà le truc, j'allais en fait très bien sans elle. Mieux que je ne l'avais été depuis des mois, honnêtement. Je réalisais combien d'énergie j'avais dépensé à essayer de rendre heureuse quelqu'un qui semblait déterminée à être malheureuse. Toujours essayer d'organiser le rendez-vous parfait, de dire la bonne chose, d'être assez excitant pour rivaliser avec la vie de rêve que Natacha remplissait dans sa tête.
Maintenant, je pouvais juste exister sans être constamment jugé ou considéré comme insuffisant. Mes amis l'ont remarqué aussi. Mike m'a dit que j'avais l'air plus détendu que depuis des mois. T'es enfin à nouveau marrant à fréquenter, ce qui était à la fois un compliment et un petit signal d'alarme sur à quel point le drame d'Anna m'avait affecté. Alors, quand elle a commencé à intensifier les tentatives de contact, je n'étais pas intéressé à revenir en arrière. J'avais eu un avant-goût de ce que ma vie pouvait être sans devoir me prouver digne de l'attention de quelqu'un. La goutte d'eau est arrivée environ 6 semaines après notre rupture. Anna s'est pointée chez moi, sans prévenir, un samedi matin. J'ai ouvert la porte et elle était là, les larmes aux yeux, avec tout un discours prêt. J'ai fait une énorme erreur, je le sais maintenant. J'étais confuse et effrayée à l'idée du mariage, et j'ai laissé Natacha me monter la tête. Mais j'ai réalisé que tu étais le bon. Je veux rentrer à la maison. Je suis resté là, à la regarder. Il y a 6 semaines, cette femme m'avait dit que je n'étais pas assez bien pour elle. Et maintenant, soudainement, j'étais de nouveau le bon. Dommage, ai-je répondu. Je ne veux pas être avec quelqu'un qui doit explorer d'autres options pour se rendre compte qu'elle m'aime. Je n'ai exploré aucune autre option, j'avais juste besoin d'espace pour réfléchir. Ah ouais? Et dans cet espace, tu as décidé que je n'étais pas assez bien. Maintenant tu changes d'avis. Qu'est-ce qui se passera la prochaine fois que quelqu'un te convaincra que tu te contentes de peu? Elle n'a pas pu répondre, parce qu'on savait tous les deux que ça se reproduirait. Anna était le genre de personne qui laisse les opinions des autres avoir plus d'importance que ses propres sentiments. Aujourd'hui, c'était Natacha qui lui disait qu'elle pouvait avoir mieux. Demain, ce serait quelqu'un d'autre qui lui dirait autre chose. Je lui ai dit que les fiançailles étaient terminées, que la relation était finie, et qu'elle devait arrêter de se pointer chez moi. Elle a complètement perdu les pédales. Elle s'est mise à crier que j'étais injuste, que je ne lui laissais pas la chance de réparer les choses, qu'elle avait appris de son erreur et qu'elle ne laisserait plus jamais personne l'influencer. Qu'on était fait l'un pour l'autre et que je jetais quelque chose de bien à cause d'une seule erreur. Une seule erreur, Anna? Tu as passé des mois à me traiter comme si je n'étais pas assez bien, pendant que tu réfléchissais à si tu pouvais trouver mieux. Ce n'était pas une erreur, c'était un choix. Un choix que tu as fait chaque jour pendant des mois. Mais je te choisis maintenant. Non. Tu ne peux pas me choisir maintenant. Tu as eu ta chance de me choisir, et tu as choisi d'écouter Natacha à la place. Je ne suis pas un plan de secours auquel tu peux revenir quand la réalité ne correspond pas à tes attentes. Elle a continué à argumenter, à essayer de me convaincre que cette fois serait différente, qu'elle comprenait maintenant à quel point elle avait de la chance, qu'elle avait coupé les ponts avec toutes ses amies toxiques et qu'elle allait se concentrer sur nous. Mais c'était bien ça, le problème. Elle parlait toujours de notre relation comme si c'était quelque chose qui pouvait être réparé en changeant juste son cercle d'amis. Comme si le problème était externe, au lieu de reconnaître que le vrai souci, c'était qu'elle était justement le genre de personne qui se laissait influencer dès le départ. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé à être le lot de consolation de quelqu'un, après qu'elle ait découvert que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Que je méritais d'être avec quelqu'un qui reconnaît ma valeur dès le début, pas quelqu'un qui doit me perdre pour le comprendre. Elle a pleuré plus fort, m'a demandé s'il y avait quoi que ce soit qu'elle pouvait faire pour me faire changer d'avis. Non. C'est fini. S'il te plaît, arrête de me contacter. J'ai fermé la porte et je suis retourné préparer mon petit déjeuner. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu le moteur de sa voiture démarrer, puis elle est partie. Cet après-midi-là, j'ai reçu une série de textos d'elle. Encore des excuses, encore des promesses qu'elle avait changées. Plus de supplications pour une seconde chance. J'ai lu les 2 premiers messages, puis j'ai supprimé les autres sans les ouvrir. Ensuite, j'ai bloqué son numéro. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de sa mère, me demandant si on pouvait arranger les choses. Je lui ai dit que j'appréciais tout ce que sa famille avait fait pour moi au fil des années, mais qu'Anna et moi, c'était fini pour de bon. Que sa fille était une bonne personne qui avait fait de mauvais choix, mais que je n'étais pas intéressé par le rôle de plan de secours. Sa mère était triste, mais elle a dit qu'elle comprenait. Tu mérites quelqu'un qui t'apprécie dès le départ. Exactement. Le dimanche, mon téléphone était enfin silencieux à nouveau. Plus de textos, plus d'appels, plus de rencontres prétendument accidentelles dans les lieux où j'allais d'habitude juste de la paix. J'ai passé la journée à faire un grand ménage dans mon appartement, à me débarrasser des dernières affaires qu'Anna avait laissées. J'ai tout emballé et je l'ai déposé devant chez ses parents, à un moment où je savais qu'elle ne serait pas là. J'ai laissé la boîte sur le perron avec un mot qui disait simplement « affaire de H ». Ça,
c'était le point final de notre histoire. 4 mois plus tard, j'ai entendu par des amis communs qu'elle avait du mal à s'adapter à la vie de célibataire. Apparemment, vivre sa meilleure vie, c'est pas aussi fun que ce que montre Instagram, surtout quand on le fait seul. Parce que sa mentor Natacha disparut. Et oui, Natacha s'est volatilisée de la vie d'Anna presque immédiatement après notre rupture. Apparemment, quand Anna a vraiment traversé une période difficile et avait besoin de soutien, sa nouvelle meilleure amie était introuvable. Comme si elle n'était intéressée par Anna que tant qu'elle pouvait l'utiliser comme acolyte pour faire la tournée des bars et chercher de la validation. Qui aurait pu prévoir ça, hein? Anna a fini par retourner vivre chez ses parents pendant un temps parce qu'elle ne pouvait plus payer son loyer avec juste son salaire d'infirmière. Quand on planifie un avenir avec quelqu'un, on prend des décisions financières basées sur 2 revenus. Et quand cette personne disparaît, la réalité te frappe assez vite. Ça faisait environ 6 semaines que je sortais avec quelqu'un de nouveau. Elle est prof, et voilà le truc fou, elle semble vraiment m'aimer tel que je suis. Puis j'ai reçu un appel qui a tout changé. C'était la sœur d'Anna, et là, à 6 heures du matin un mardi. J'ai failli ne pas répondre, pensant qu'Anna essayait de me joindre à travers sa famille. Il y a eu un accident, a dit Ella, et je pouvais entendre qu'elle avait pleuré. Anna est à l'hôpital. Accident de voiture. Un idiot a grillé un feu rouge et l'a percuté de plein fouet alors qu'elle allait au travail. Elle était vivante mais bien amochée, jambes cassées, quelques côtes fracturées, commotion cérébrale, des coupures et des bleus partout. Rien de vital, mais elle allait être alitée un bon moment. Ella m'a dit qu'Anna avait demandé après moi, sans cesse. Qu'elle disait qu'elle devait me voir, que c'était important. Une part de moi avait juste envie de raccrocher. On n'était plus ensemble, ces urgences médicales n'étaient pas mon problème. Elle avait été très claire sur le fait que je n'étais pas celui qu'elle voulait dans sa vie. Mais Ella avait l'air vraiment inquiète, et malgré tout ce qui s'était passé, je ne suis pas du genre à ignorer quelqu'un à l'hôpital juste pour prouver un point. Alors j'y suis allé. Anna avait l'air mal en point. Jambes dans un plâtre suspendu par un système bizarre, le visage couvert d'échymose, toute petite et vulnérable dans ce lit d'hôpital. Quand elle m'a vu entrer, elle s'est mise à pleurer immédiatement. « Je suis tellement désolée », a-t-elle dit avant même que je sois assis. « Je sais que je ne le mérite pas, mais j'avais besoin de te voir. » J'ai tiré une chaise mais je n'ai rien dit. Je l'ai laissé parler. Je me suis trompé sur tout. Tu étais parfait et j'ai tout gâché parce que je croyais passer à côté de quelque chose de mieux. Elle a continué en expliquant à quel point elle était misérable depuis notre rupture, comment elle avait réalisé que Natacha était juste jalouse de ce qu'on avait, qu'elle ferait n'importe quoi pour me récupérer. Tout son discours sonnait comme s'il avait été répété pendant des semaines. Je l'ai écouté jusqu'au bout, puis je me suis levé. Je suis content que tu sois en vie, Anna. Mais ça ne change rien. Elle a continué à argumenter, disant que cet accident lui avait ouvert les yeux sur ce qui comptait vraiment, qu'elle avait compris la leçon sur le fait d'écouter les autres. J'ai fait une erreur. Non, tu as fait un choix. Tu as choisi de croire quelqu'un d'autre plutôt que moi. Tu as choisi de jeter 4 années à la poubelle parce que tu pensais pouvoir trouver mieux. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des décisions. Je lui ai dit que je lui souhaitais un bon rétablissement et qu'elle aurait peut-être appris quelque chose de tout ça. Puis je suis parti. Ella m'a suivi jusqu'au parking et m'a demandé s'il y avait une chance que je change d'avis. Je lui ai dit, Anna est une bonne personne qui a fait de mauvais choix. Mais je ne suis pas intéressé par le rôle de plan B. Elle t'aime vraiment, m'a dit Ella. Elle aime l'idée de moi, maintenant qu'elle a vu à quoi ressemble la vie sans moi. Mais quand elle m'avait, elle a passé des mois à se demander si elle pouvait avoir mieux. Ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de la commodité. L'accident de voiture n'a rien changé entre nous. Mais il a confirmé que j'avais fait le bon choix. Parce que même allongée sur un lit d'hôpital, Anna pensait encore à ce qu'elle voulait, au lieu de reconnaître ce qu'elle m'avait fait vivre. Certaines personnes ne méritent pas de seconde chance. Certaines histoires n'ont pas de fin heureuse. Celle-ci en faisait partie.